Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez passé un peu plus de 2 ans en Guyane. Dans quel état d'esprit vous quittez le territoire ? C'est toujours un mélange de tristesse et puis la détermination à prendre mon nouveau poste dans les meilleures conditions possibles. Je laisse en Guyane mon épouse Véronique, ma fille Marlène, et j'espère que les Guyanais en prendront soin pendant 6 mois. Et j'espère que je me suis totalement impliqué dans mon action. Lorsque vous m'avez invité il y a 2 ans et demi, quand je suis arrivé, vous m'avez demandé quelle était ma méthode. J'avais cité la phrase de Félix Éboué, « Aimer pour comprendre, comprendre pour agir ». Alors la Guyane, je l'ai sillonnée, je l'ai parcourue, je l'ai aimée. Et puis, en ce qui concerne comprendre pour agir, j'ai toujours dit à mes équipes, il faut trouver une solution. Il y a toujours une solution. Il y avait 677 sites d'orpaillage illégal quand je suis arrivé, il y en a 200. On parlait de la faillite des chambres consulaires, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture, elles se sont relevées. On parlait de la faillite de la CIGI, on a investi 80 millions d'euros, elles se sont relevées. La lutte contre la pêche illégale, il y a quelques mois, pendant la saison des pêches qui battait son plein, il y avait un surplus d'acoupards. On avait au contraire des difficultés à les revendre auprès des consommateurs. Donc voilà, il n'y a pas de fatalité. C'est ma méthode. Je pars dans l'état d'esprit de celui qui a donné le meilleur de lui-même pendant 2 ans et demi. Moi, je n'ai pas à faire un bilan de mon action. Hein. Les Guyanais jugeront eux-mêmes. Ouais. Alors, vous faites un bilan positif de tout ce que vous avez fait. Vous avez parlé de la pêche illégale, de l'orpaillage clandestin. Nous allons y revenir dans quelques instants. On va aborder également le dossier de l'économie, par exemple, avec le mouvement des patrons qui se sont mobilisés, on le rappelle, hein, au mois de septembre pour dénoncer le manque d'activité, mais aussi les fortes contraintes qui pèsent sur l'économie guyanaise en matière de réglementation. Quelle a été votre marge de manœuvre sur cette question pendant le conflit ? Les patrons avaient 67 revendications, dont 54 pouvaient être résolues au niveau local. Nous les avons toutes résolues, elles sont en voie de résorption. Je partage totalement l'avis du MEDEF et des organisations patronales, selon laquelle la réglementation est des fois trop complexe, voire inadaptée à la Guyane. C'est la raison pour laquelle, et je le rappelle, l'article 73 permet de prendre éventuellement une loi d'habilitation pour simplifier cette réglementation. C'est pas gagné, une loi d'habilitation. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais il existe des outils juridiques, simplement c'est extrêmement compliqué. Mais je crois que, et c'est l'état d'esprit du gouvernement, il faut aimer les entreprises, il faut pas avoir d'a priori défavorable, et c'est tout le sens de mon action auprès des services de l'État. Alors, le pacte d'avenir promis par François Hollande depuis 2013 n'est toujours pas opérationnel. Est-ce une promesse encore qui ne sera pas tenue ? Vous en avez d'autres, des promesses qui n'ont pas été tenues. Je vous rappelle par exemple que l'hélicoptère qu'on attendait depuis 12 ans... Il a fallu beaucoup attendre. Il est arrivé quelques mois après le passage du président de la République. Après combien d'années ? Alors le pacte d'avenir, bien évidemment, c'est une annonce ministérielle. Le gouvernement rend les derniers arbitrages. Il a toujours dit que dès l'élection du président de la collectivité territoriale de Guyane, la ministre de l'Outre-mer devrait se rendre en Guyane pour faire des annonces. Mais s'il y a eu un effondrement de la commande publique, ce n'est pas la commande publique de l'État. Et ça, le collectif de chefs d'entreprise l'a reconnu. D'ailleurs, la ligne budgétaire unique, en 2015, a doublé. Elle est passée de 30 à 60 millions d'euros pour construire le logement social. Malheureusement, les collectivités locales sont confrontées à des difficultés financières et c'est ce pan de la commande publique qui s'est effondré et qui a mis à mal un certain nombre d'entreprises. Et nous travaillons, pas plus tard encore que ce midi, avec le président Rodolphe Alexandre, pour aider justement la collectivité territoriale de Guyane à dégager des marges financières pour investir et payer rapidement les entreprises. Alors, on l'a entendu dans le reportage, l'engagement financier de l'État dans le cadre du contrat de plan a été insuffisant. En tout cas, il a été jugé insuffisant par les maires. Est-ce que vous dites que la Guyane doit s'en contenter ou, au contraire, ça vous laisse un goût amer, un échec personnel, le fait de ne pas avoir réussi à mobiliser plus d'argent ? Alors, dans un contexte de pénurie de l'argent public, passer d'un montant de 120 à 185 millions d'euros, je veux bien que ce soit un échec, mais c'est quand même une augmentation de 60%. Ils n'ont pas été faciles à trouver ces crédits pour refaire le pont de la Comté, pour aménager... Ce n'est jamais suffisant au regard des besoins de la Guyane. Ce n'est jamais suffisant, mais je rappellerai simplement, et ça je l'ai déjà dit, qu'il y a une clause de revoyure
à mi-parcours et que c'est les collectivités qui dépenseront le plus et le mieux qui pourront avoir un surplus de crédit à mi-parcours. Donc nous, ce qu'on a intérêt à faire, nous, Guyanais, c'est d'engager et de dépenser cet argent au plus vite et au mieux. Et alors nous aurons peut-être des crédits supplémentaires. Une dernière question, monsieur le préfet. Vous avez mis l'accent tout à l'heure sur les résultats positifs de la lutte contre l'orpaillage clandestin. Plusieurs sites ont été libérés. Comment expliquer ce résultat? Comment on y est arrivé? Alors, le principal facteur d'explication, c'est que les Brésiliens acceptent de coopérer avec nous depuis environ 1 an et demi. Vous parlez des autorités brésiliennes? Les autorités brésiliennes, bien évidemment. À terme, il y aura une brigade de 2000 hommes brésiliens dans l'Amapá. Et nous allons conduire également des actions communes avec les Surinamais et les Brésiliens dans les prochaines semaines. Et je crois que c'est un des facteurs explicatifs majeurs de la chute du nombre de sites d'orpaillage. Ouais. Donc vous partez sur de bons résultats, on va dire. Donc vous partez bientôt, demain, c'est ça? Je pars vendredi soir, puisque je prends mes fonctions lundi. Tout n'a pas été parfait. Il y a le pont qui n'est toujours pas ouvert. Bon, j'ai essayé d'arracher un engagement des autorités brésiliennes de l'ouvrir avant les Jeux Olympiques. J'espère qu'ils le tiendront. Il y a bien évidemment trop de chômeurs en Guyane, même si l'emploi des jeunes, le chômage des jeunes a reculé de 6% ces 12 derniers mois. Celui des plus de 50 ans augmente. Et puis il y a trop de personnes qui sont mal logées. Oui. Et puis il y a la sécurité également. Si vous avez un conseil à donner à celui qui va vous succéder, quel serait ce conseil? Je lui dirais, Martin, aime la Guyane, aime les Guyanais, puis le reste viendra tout seul. On va s'arrêter sur cette belle phrase, Eric Spitz. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Et puis, nous vous souhaitons bon vent. C'est moi qui vous remercie. Merci encore.